Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la première femme sur le toit du monde. Par la suite, qui a cumulé plus de 30 000 mètres d'ascension. Pour une échelle de grandeur, notre couche d'ozone se situe entre 20 à 50 km de distance de la Terre. Et je tiens à préciser que cette femme mesure seulement 1,52 m. Imaginez l'exploit. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Yonko Tabei. Yonko Tabei est née le 22 septembre 1939 à Miyaro, à proximité de la préfecture de Fukushima au Japon. Yonko fait partie d'une grande famille qui compte 7 enfants et dans cette période, manger à sa faim, c'est plutôt compliqué. En effet, le Japon sort de la Seconde Guerre mondiale où les loisirs laissent place forcément à la survie. Du coup, l'accès à l'alpinisme n'était pas une mince affaire pour Yonko. Mais à 10 ans, elle découvre la montagne au cours d'une sortie scolaire sur le mont Nazu, une chaîne volcanique au nord de Tokyo. Le bruit du vent, la lumière du soleil et la beauté du paysage l'a marquée. Mais la jeune Nippone ne peut donner suite à sa passion naissante. Des années plus tard, elle n'oublie pas sa passion et s'inscrit à divers clubs d'alpinisme. Majoritairement composés d'hommes, ils lui permettent de pratiquer et par la même occasion de rencontrer son futur mari. Son cher et tendre s'appelle Masanobu Tabei, avec lequel elle aura 2 beaux enfants. Cette expérience marque profondément la jeune fille. Après avoir terminé ses études de littérature anglaise et américaine à l'université féminine de Showa, et vu qu'elle s'entraîne souvent avec son mari, les deux commencent à avoir un bon niveau et se disent « bon, on s'attaque au mont Fuji ?» Le mont Fuji, c'est 3776 mètres, l'équivalent de 12 tours Eiffel empilées, je vous laisse imaginer. C'est le mont le plus haut du Japon, mais pas le plus haut du monde. L'ascension s'est passée comme une promenade de santé, mais une fois arrivée en haut, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas fatiguée comme elle pensait l'être. Étonnant. Par la suite, elle enchaîne l'ascension de la plupart des montagnes du Japon pour s'intéresser ensuite aux Alpes, avec notamment l'ascension du Cervin. Le Cervin, c'est 4478 mètres, l'équivalent de 14 tours Eiffel. Je vous laisse imaginer. Sans surprise, mais avec un peu plus de mal, elle finit par arriver en haut. Avec le temps, Yonko devient rapidement célèbre et réputée au Japon pour ses qualités en tant qu'alpiniste, malgré son allure relativement frêle et sa petite taille. Ne le prenez pas mal si vous faites 1,56 m, mesdames. Yonko aborde sa passion dans les clubs d'alpinisme existants. Mais en tant que femme, elle n'est pas toujours bien reçue. On la soupçonne de s'inscrire que pour rencontrer des hommes. Et si c'est pas ça, on lui explique que la montagne, ce n'est pas fait pour les femmes. Les relous, quoi, c'est vraiment... Être une femme et se faire sa place dans ce monde des alpinistes, c'est pas si évident. Donc j'ai commencé ma toute première course à 15 ans. Et puis après, j'avais l'impression qu'on me faisait moins confiance. J'avais l'impression que fallait que je fasse plus mes preuves pour partir dans des grandes courses. Il fait que si je voulais partir dans une longueur en tête, fallait que je sois vraiment sûre de moi d'arriver en haut et de pas tomber parce que sinon, parce que j'étais une femme, j'étais donc plus faible, moins apte à porter la corde, moins apte à partir dans des grandes voitures. On se sent pas très bien encouragé. C'est dur de trouver sa place quand on est dans un groupe où on est la seule femme. J'ai pu ressentir ce qu'elle a ressenti et je me retrouve là-dedans, surtout qu'elle a créé un club pour les femmes. Les Ladies Climbing Club, un club d'alpinisme réservé aux femmes. C'est le premier club uniquement entre femmes. On est à la fin des années 60 et ça va être un levier, comme dans d'autres pays, d'émancipation assez fort. C'est assez compliqué parce que les sponsors sont frileux. En gros, Yonko, elle travaille beaucoup entre son emploi dans une revue scientifique, les cours de piano qu'elle donne et ses leçons d'anglais. C'est assez compliqué de trouver du temps dans tout ça. Elle arrive toutefois à ses fins et peut organiser une première expédition hors de l'archipel nippon. Et ce sera sur l'Annapurna 3. L'Annapurna 3 est un sommet du Népal s'élevant à 7555 mètres d'altitude, l'équivalent de 24 tours Eiffel. J'y vais toujours pas, moi, tout là-haut. L'Annapurna est la 10e plus haute montagne du monde, mais aussi la montagne la plus mortelle au monde avec le taux de mortalité le plus élevé de tous les sommets. Nichée dans les hauts puissants Himalayas du Népal, cette montagne présente un taux de mortalité d'environ 33%. Quand même une personne sur 3, il va falloir s'en méfier de ce mot. Seuls les alpinistes extrêmement expérimentés devraient même envisager de grimper un sommet tel que celui-ci, les risques sont immenses. Et Yonko, avec ses 1,52 m, elle réussit à monter les 7500 mètres.
On est en 1970 et elle va participer à une expédition sur l'Annapurna 3. C'est pas la barre mythique des 8000, mais c'est quand même au-dessus de 7500 mètres. Ces femmes japonaises, alpinistes, vont ouvrir en face sud de l'Annapurna 3 une voie nouvelle dans une expédition uniquement entre femmes. Arrivée en haut, au-dessus de la mer de nuages, elle distingue la pointe de l'Everest. Et bah devinez quoi? C'est là que germe un nouveau projet d'ascension. Exactement. Après le succès de l'Annapurna, Yunko voudrait enchaîner avec l'Everest. Mais c'est impossible d'obtenir le permis du gouvernement népalais avant 1975. La japonaise en profite pour chercher des sponsors toujours aussi réticents. Alors ceux-là, ils vont m'entendre. En dépit de 2 soutiens venus des médias, alors les médias c'est Yomiuri et Nippon Télévision, j'y suis arrivée. Chaque participante de l'expédition doit s'acquitter d'une somme importante. Voilà, c'était trop beau pour être vrai en fait. En gros, le matériel est réuni avec le plus grand souci d'économie, mais le départ est finalement possible. Le journal Yomiuri Shimbun et Nippon Télévision décident d'organiser une expédition exclusivement féminine dont le but est d'atteindre le sommet de l'Everest. L'honneur aux femmes. 15 femmes sont sélectionnées parmi une centaine de candidates. Parmi elles, Yunko bien évidemment, qui décroche ainsi le ticket pour l'aventure népalaise. Un entraînement intensif est conduit au préalable. Au début de l'année 1975, l'expédition se rend à Katmandou. Accompagné de 9 guides Sherpa, le groupe d'équipières prend la même voie que Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay sont les premiers hommes à atteindre le sommet de l'Everest. Début mai, les alpinistes campent à une altitude de 6300 mètres. Le 4 de ce mois-ci, Yunko et les 14 autres femmes alpinistes tentent l'ascension, campent quand la montagne se met à gronder. Il est minuit et demi et un bruit assourdissant résonne. Une avalanche emporte sa tente où dorment 4 autres alpinistes. Ensevelie sous la neige, elle pense à sa fille. Noriko, âgée de 2 ans et demi, en train de jouer devant sa maison non loin de Tokyo. Son mari, Masanobu, et puis elle s'évanouit. Quand elle rouvre ses yeux, Yunko est à l'air libre. Ces 6 Sherpas qui accompagnent l'expédition l'ont tirée hors de la neige par les chevilles. Quelle chance qu'elle dépassait. Les autres alpinistes sont vivantes aussi. Yunko reprend ses esprits. L'ascension reprend avec son Sherpa. Il y a une vidéo archive de ce moment. Mais comment une femme va-t-elle pouvoir gravir les derniers mètres, les plus éprouvants? Combien d'hommes ont renoncé? Combien sont morts dans ce dernier effort? Aidée par Tsering, Junko Tabei va avancer comme une automate. Elle jette ses dernières forces. Une centaine de mètres avant le sommet, elle connaît la défaillance. Elle raconte elle-même ce moment très difficile. Elle le raconte de cette manière inimitable qu'ont les Japonais de dire les pires choses avec le sourire. Si vous voulez, le relief avait la forme d'une main. Ici, le dernier camp. En faisant la trace dans la neige, on a mis 2 heures pour monter sur cette crête étroite. On a grimpé à tour de rôle avec mon Sherpa pour arriver ici, au pic sud. Après, il a fallu redescendre 40 mètres sur cette pente brusque pour atteindre le Ressaut Hillary. Le sommet était là. Le trajet de la descente jusqu'au Ressaut Hillary était extrêmement mauvais. C'était comme le tranchant d'un couteau. Cette face vers la Chine, celle-là vers le Népal. Je me suis mise du côté du Népal. J'ai attaché mon piolet à ma main. J'étais extrêmement tendu. Chaque fois que je mettais le poids de mon corps sur un pied, je le faisais au péril de ma vie. J'étais tellement tendu que je pensais que j'allais devenir folle. En remontant le Ressaut Hillary, j'ai beaucoup souffert physiquement et psychologiquement. Mais dans cet état de souffrance, je savais qu'il y avait un moment où en continuant ainsi, pas à pas, j'arriverai au sommet. 16 mai 1975, 12h30. Junko Tabei est au sommet de l'Everest. La première femme sur le toit du monde.
Je n'ai pas éprouvé les sentiments prétentieux habituels comme c'est moi la première. J'ai pensé aller le plus vite possible, là où je pourrais rester debout sans difficulté. Quand elle redescend, Yunko est entrée dans une autre dimension. Le roi du Népal félicite les alpinistes, incroyable. Le gouvernement japonais aussi. À la télévision japonaise, une mini-série raconte l'expédition. Le nom de Yunko Tabei s'étale dans tous les journaux japonais. Incroyable. Et puis elle enchaîne une liste impressionnante de sommets partout dans le monde. Je vais vous en donner quelques-uns, accrochez-vous bien. En 1980, elle a fait le Kilimandjaro en Tanzanie, le plus haut sommet d'Afrique. En 1987, elle fait le mont Aconcagua en Argentine, 6962 mètres d'altitude. En 1988, le mont McKinley. Il se situe aux États-Unis et fait 6190 mètres d'altitude. En 1989, l'Elbrus, en Russie. Rien que ça. 5642 mètres d'altitude. En 1991, le mont Vinson, en Antarctique, 4892 mètres d'altitude. L'année suivante, le Puncak Jaya en Indonésie, 4884 mètres d'altitude, sans compter le Mont Blanc dans les Alpes, l'Annapurna au Népal, et je tiens à le rappeler, cette femme fait 1m52, toujours. Elle gravit les montagnes et s'en occupe aussi. Yunko a participé à de nombreuses expéditions de nettoyage visant à ramasser les déchets laissés derrière eux par des alpinistes dans l'Himalaya ou au Japon. Très sensible aux questions environnementales, elle était aussi très critique de la surfréquentation de l'Everest. Le débat est particulièrement d'actualité aujourd'hui. En 2010, on lui a diagnostiqué un cancer, mais malgré cela, elle continue l'alpinisme quasiment jusqu'à sa mort. En juillet 2015, elle amène en expédition sur le mont Fuji un groupe de jeunes touchés par la catastrophe de Fukushima. Elle meurt le 20 octobre 2016 des suites d'un cancer. Elle avait 77 ans. Elle laisse derrière elle ses 2 enfants Noriko et Shinya, ainsi que son époux qui l'a toujours soutenue dans ses aventures. Une exception pour sa génération où quasi toutes les épouses devaient être des femmes au foyer.